Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on a bien démarré, que tout le monde est connecté. Je suis Stéphanie Leblanc, chef membership et partenariat à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire présenté par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ. Cette discussion s'inscrit dans le cadre de notre initiative Reprenariat et transfert d'entreprise qui vise à soutenir les entrepreneurs dans les différentes étapes de la transmission d'entreprise. Alors, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir trois personnes avec nous. Donc, Justine Gravel, directrice investissement Fonds régionaux de solidarité FTQ. Steve Trinque, coach accompagnateur à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Et Steve Bissonnette, entrepreneur ayant développé Diacarb, une entreprise manufacturière spécialisée en usinage qu'il a récemment transmise à une relève externe. Alors, merci à vous trois d'être avec nous. Je vous cède la parole et donc, c'est un début. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Passer le flambeau sans perdre son héritage. Merci de prendre le temps d'être avec nous ce matin. On va passer la prochaine heure à discuter, échanger sur le reprenariat. Donc, si on a choisi ce thème, c'est pas par hasard. Au Québec, on est à un moment charnière. Il y a des milliers d'entreprises qui devront être transférées au cours des prochaines années. Derrière ces chiffres, il y a bien plus que des transactions. Il y a des entrepreneurs, des équipes, des sièges sociaux, des régions entières et ultimement une part importante de notre économie collective. La question du transfert d'entreprise, c'est donc un enjeu sociétal en ce moment. Donc, réussir le passage du flambeau, c'est préserver le savoir-faire, préserver des emplois de qualité, la vitalité des entreprises, la capacité de nos entreprises aussi à continuer à croître. Par contre, dans la réalité, on observe souvent la même chose. La réflexion sur le transfert arrive un peu trop tard. Beaucoup de cédants amorcent la démarche lorsqu'un événement déclencheur survient, soit de la fatigue, un enjeu de santé, la pression du marché ou même une opportunité imprévue. À ce moment-là, les options sont souvent plus limitées et le rapport de force change parce que le cédant sent qu'il n'y a plus le contrôle sur son processus de transfert. Et pourtant, un transfert bien préparé, amorcé plus tôt, peut devenir un véritable projet entrepreneurial en soi. Un projet qui respecte l'héritage bâti tout en ouvrant la porte à une nouvelle phase de croissance pour la relève. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Pour en discuter, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée par nos deux invités. Steve Bissonnette, qui lui-même a vécu un transfert comme cédant. Il va partager son expérience réelle, ses réflexions et son apprentissage du terrain. Et Steve Trank, coach d'entrepreneur, qui accompagne depuis des années des dirigeants dans ces moments charnières, autant sur le plan stratégique qu'humain. Pour ma part, je vais participer à la discussion avec un regard axé plus sur la pérennité des entreprises, la création de valeur à long terme et aligner le projet du cédant avec celui de la relève. Donc, ce webinaire va prendre la forme d'une conversation. Si vous avez des questions tout le long, n'hésitez pas à écrire dans le Q&A. On va prendre le temps d'y répondre. Et sur ce, entrons dans le vif du sujet. Je passe la parole à Steve Trank. Merci, Justine. Salut tout le monde. Enchanté de faire votre connaissance. Malheureusement, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là en grand nombre. Donc, Steve Trank, coach accompagnateur depuis 4 ans à l'EEB. Mais c'est drôle parce que j'ai été dans la chaise de mon alter ego, l'autre Steve, parce que j'ai moi-même été chef d'entreprise. J'ai moi-même cédé mon entreprise. Donc, l'histoire, pourquoi j'accompagne des dirigeants maintenant dans ce processus-là, puis dans d'autres bien d'autres choses dans le monde entrepreneurial, c'est un peu l'expérience que j'ai eue. Puis, je suis un peu dans le mode de vouloir donner au suivant. Mais autre petite anecdote, c'est que j'étais très heureux de retrouver Steve parce qu'on est les deux de la même région, on est un peu de la même génération, donc on se connaît à peu près depuis 30 ans. Fait que je suis content de voir un peu les débuts de la carrière de Steve ainsi que la mienne, puis là on se retrouve presque 30 ans plus tard à parler de passer le flambeau. Fait que sans plus tarder, Steve, je me tourne vers toi. Qui es-tu vraiment, Steve? Puis parle-nous un peu de qui tu es, ton entreprise. Merci. En fait, Steve Bissonnette, je suis propriétaire de Diacarb. J'ai été propriétaire de Diacarb depuis 30 ans. Euh, j'ai euh, j'ai acheté cette entreprise-là, j'avais 26 ans. J'avais décidé que je voulais être entrepreneur, puis j'avais décidé de commencer cette entreprise-là dans l'usinage de précision. J'ai été actionnaire avec mon frère, on était partenaires 50-50 pendant 17 ans.
Puis j'ai racheté ses parts il y a 13 ans. Puis j'ai fini les 13 dernières années seul comme actionnaire dans l'entreprise. Donc, avec les hauts, les bas, les bons coups, les mauvais coups, les erreurs, on a tout fait ça. OK. Donc, j'ai nommé tantôt qu'on est de Saint-Jean, toi et moi, mais ton entreprise n'est pas à Saint-Jean-sur-Richelieu. À quel endroit est-elle? À à Ville-Saint-Laurent, à Montréal. À Ville-Saint-Laurent. Puis, juste pour donner un ordre de grandeur, combien d'employés à peu près? On était 32 employés à la fin. C'est une entreprise qui a varié. Quand je l'ai acheté, on avait 8 employés. On a monté jusqu'à 50. On a redescendu à 30, autour de entre 30 et 35. Là, on a mis beaucoup d'automatisation. On avait de la misère à embaucher des gens. Puis on a rajouté beaucoup d'automatisation pour être capable de faire plus avec la même quantité de machinistes. OK, parfait. Donc, on est là pour parler de repreneuriat. Ça fait que oui, c'est un enjeu. Tout le monde vieillit. En donné, faut penser qu'il va falloir laisser notre place à quelqu'un d'autre. Fait que toi, comment ça s'est passé tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchissais depuis longtemps, de passer le flambeau, ou c'est arrivé un peu à la fin? Peu importe. Parle-nous un peu du déclencheur là, qui t'amène à réfléchir, à transférer à un moment donné l'entreprise. En fait, j'ai essayé, j'avais une direction générale à l'interne qui avait pas de, qui pensait pas prendre la relève, elle voulait pas devenir entrepreneur puis prendre la relève. Puis, en fait, elle était plus âgée que moi, puis elle pensait plus à la retraite. Euh, puis, on a essayé d'embaucher des directeurs qui pourraient éventuellement prendre la relève, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné pendant quelques années. Mais il y a un événement suite à la COVID que j'ai fait un voyage, la première fois que je prenais 3 semaines de vacances de fil, j'ai fait un voyage dans l'Ouest canadien. Puis sur le chemin du retour, quand j'étais dans le nord de l'Ontario, j'avais pas le goût de revenir. Donc, j'avais le goût de mettre le flasher à droite, puis descendre, puis faire un autre 3 semaines, mais malheureusement, je pouvais pas. Fait qu'à ce moment-là, ça m'a frappé beaucoup. Puis là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose parce que faut pas que j'attende, faut pas que je sois écœuré, faut que je réussisse à faire quelque chose. Donc, c'est là que j'ai pris la décision. J'ai dit, je vais vendre. Ça peut prendre du temps. On sait jamais combien de temps ça prend quand tu décides de me mettre à vendre. On sait pas quel parcours ça va prendre. Même si j'avais essayé des stratégies avant d'essayer de rentrer une relève, parce que j'avais pas de relève à l'interne. Hmm. Parfait. Ce que je comprends dans ton histoire, c'est que tu as quand même tendu la perche à certains membres de l'équipe, mais pour des raisons X. On dit non, c'est pas nécessairement le projet qui nous intéresse, ou on n'a pas le goût de prendre un peu parce que c'est quelque chose d'être entrepreneur ou repreneur, donc peut-être les responsabilités qui viennent avec. C'est bien ça? Ouais. Ben, oui et non, en fait, c'est que tendre la perche, c'est un grand mot parce que tu veux pas trop rouvrir. Ouais. C'est difficile, ce côté-là. Puis c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile de garder ce secret-là. Là. Puis je sais pas si justement, là, c'est quelque chose que je me pose la question, c'est-tu bon d'en parler ou c'est pas bon d'en parler? Hmm. J'ai eu beaucoup de questionnements là-dessus. Au début, j'en ai pas parlé, je l'ai gardé seul. Puis après ça, ben, j'ai décidé de mettre l'entreprise à vendre. Puis j'ai travaillé avec un bureau, avec Raymond Chabot, avec un bureau de comptable pour m'aider à vendre l'entreprise. Puis j'avais tout gardé ça pour moi. J'étais seul dans l'entreprise à le savoir. Mon équipe se posait un peu de questions des fois, mais pas trop parce que j'ai toujours rencontré bien du monde dans l'industrie, beaucoup de visites d'un paquet de gens. Donc, quand j'avais des visites d'entreprises qui venaient, ben c'était normal. Mais je me pose la question, j'en parle à certaines personnes aujourd'hui, il y en a qui disent non, non, moi je l'ai dit à mes employés, je leur fais confiance, puis c'est quelque chose qui est ouvert, puis on va le travailler ensemble. Fait que, je te Hmm. dirais que si j'avais à le refaire, je referais probablement que je le dirais à mes Ah, employés, puis j'ouvrirais. Mais c'est toujours particulier, ce cas-là, parce que c'est pas une décision facile d'ouvrir ça. parfait. Je me permets, parce qu'en pré-entrevue, on n'a pas parlé nécessairement de ça, mais je trouve ça intéressant ce que tu es en train de nommer. Euh, Ce questionnement-là que tu as de pas l'avoir nommé, puis là, tu dis peut-être que j'aurais dû. Qu'est-ce qui fait que tu te poses cette question-là, puis qu'est-ce que ça aurait permis selon toi? Ça a été ce qui a été le plus difficile pour moi Hmm. au début du processus. Fait que je me dis que si je l'avais dit, j'aurais probablement été mieux entouré. Puis quand je réfléchis par après, puis quand que je l'ai ouvert, puis que j'en ai parlé à mes employés, ils l'ont bien reçu.
Donc, pourquoi l'avoir retenu? Fait que Ouais. c'est un peu ça. Mais tu le sais jamais, tu veux pas en parler, tu veux pas perdre ton staff, tu veux pas qu'il s'en aille. Mais à un moment donné, il arrivera ce qui arrivera. Faut qu'il te fasse confiance, puis il faut que tu vas avoir les bonnes personnes qui vont prendre la relève, puis qui vont continuer. Wow. Fait que justement, la question en parler ou non, ben, tu as une ambivalence qui est là. Cela dit, j'ai la perception pour accompagner d'autres chefs, à un moment donné, c'est la vie, ça avance, puis à un moment donné, on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va finir par nous remplacer, puis les employés s'en doutent aussi, probablement, c'est juste la nature des choses. Fait que tu as pris la décision, toi, d'aller à l'externe. Si tu nous en parles un peu, comment ça se passe dans la vraie vie, là, d'essayer de trouver des acheteurs pour une entreprise? Une montagne russe. En fait, Oh, j'ai été pendant 2, 3 ans que j'ai eu des offres. Fait que là, bon, j'étais sur le marché pour vendre l'entreprise au complet, la bâtisse, l'entreprise au complet, tout vendre. Puis ben là, tu as du monde qui s'intéresse, ils te font de l'aide d'intention, les NDA, tout le monde connaît le processus. Puis là, ben, là, ton intérieur de toi, ben, la montagne russe, là, tu montes, t'es super content. Voilà, j'ai quelqu'un, ça a du sens, je le vois. Puis là, ça arrive pendant 2, 3, puis 4 fois puis il t'arrive avec une offre, mais voyons, ça tient pas en route, c'est 30% en bas de ce que je voudrais. Il y a un paquet de négociations qui tiennent pas la route. Fait que ça a été très, très difficile, ces montagnes russes-là. Puis tu veux pas détacher. Là, c'est difficile de pas se détacher parce que là, tu te dis, ah, j'ai mon acheteur, OK, ça va se faire assez rapidement. Puis après ça, ben, ça s'envole, ça marche pas. Fait hmm. que ça aussi, c'est vraiment pas facile de pas décrocher, mais aussi de rester un peu neutre à savoir, ça va-tu fonctionner avec cette personne-là ou ça fonctionnera pas, même si la personne, quand ils veulent acheter, là, ils démontrent beaucoup d'intérêt, mais au bout de la ligne, c'est les chiffres, puis c'est le financement, puis il y a un paquet de facteurs qui fait que dans le due diligence, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça fonctionnera pas. Fait qu'après que j'ai passé 2, 3 ans à essayer de vendre de cette façon-là, je me disais, ça marche pas. Fait que je vais changer mon fusil d'épaule, puis je vendrai pas la bâtisse. J'ai sorti la bâtisse dans la transaction, je l'ai transférée dans une autre entreprise. Puis j'ai dit, je vais me prendre une relève externe, puis je vais les accompagner. Puis je vais vendre l'entreprise en 2 phases. En fait, j'ai trouvé Marie-Ève Rakita, qui je crois est dans dans nos ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Ouais. qui elle, quand je l'ai rencontrée la première fois, euh, en fait, elle avait regardé la business, elle avait regardé le prospectus quand il était sorti dans les premières semaines qu'on l'avait sorti, puis elle avait beaucoup d'intérêt, sauf que c'était trop gros, c'était trop cher avec la bâtisse dans le deal et tout. Donc, elle avait laissé ça de côté, elle n'était pas capable de rentrer dans ça, mais quand on a refait puis juste vendre l'entreprise puis la vendre en transfert, là, elle avait beaucoup d'intérêt. Donc, on s'est rencontrés. On a eu un premier lunch, puis la première chose qu'on a faite, c'est j'ai validé les valeurs. Est-ce qu'elle avait des valeurs? Est-ce qu'on avait des valeurs communes? Puis en un lunch, j'ai expliqué, j'ai été extrêmement transparent avec elle, tous les bons côtés de l'entreprise, les moins bons côtés de l'entreprise, les forces, les faiblesses, les chiffres, comment je voyais que je pouvais l'accompagner. Puis ensuite de ça, ben, ce que j'ai essayé d'aller chercher dans elle, c'était ses valeurs. Puis c'est là que le déclic s'est fait entre nous deux. Puis j'étais très heureux de l'avoir rencontrée. Elle avait un peu de peur de prendre l'entreprise seule de son côté. Donc, elle m'a demandé si c'était correct, si elle se prenait un partenaire. Puis, elle s'est jointe avec une autre personne qu'elle connaissait pour acheter l'entreprise. Ils ont acheté un premier bloc de 40%, qui m'ont payé 40%, mais que j'ai financé moi-même l'autre 60%. Puis je leur avais dit, vous avez 5 ans pour m'acheter l'autre 60%. Mais quand vous m'achetez l'autre 60%, étant donné que j'ai tout fait le transfert, que j'ai tout fait ça, ben, j'ai pas de balance de prix de vente à la fin. Là. Pour moi, c'était important. Si j'avais une balance de vente, je voulais garder le contrôle. Mais quand je perdais le contrôle de l'entreprise, je voulais plus avoir
de lien Mhm. financier entre les deux. Donc, c'est comme notre objectif était de maximum 5 ans, mais notre objectif était de 2 ans. Puis on s'était dit que le transfert se ferait dans ces 2 années-là. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire, puis on a fait la transaction à l'automne dernier. Wow! Ben, bravo! Bravo à vous trois, là, dans le fond, parce que toi, puis ce que je comprends, il y a deux repreneurs un peu qui ont racheté ce bloc-là d'actions. C'est ça? Exactement, oui. Wow, parfait. C'est drôle parce qu'en t'écoutant, tu parlais de valeur, puis les montagnes russes étaient liées peut-être à la valeur monétaire ou financière, puis tu parles d'un fit de valeur qui est plus humaine, puis là, il y a une connexion qui s'est faite, puis ça semble t'avoir peut-être apaisé. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. En fait, si les valeurs n'auraient pas été alignées, j'aurais pas vendu à ce repreneur-là. C'est tellement important. En fait, ils reprennent ton bébé que ça fait 30 ans que tu as. Puis là, après ça, ben, ils vont prendre des décisions pendant certaines années que moi, je suis encore là, que moi, je suis encore majoritaire, mais il faut que tu leur laisses la place. Il faut que tu Mhm, leur laisses prendre des décisions, leur laisses faire des erreurs qui te coûtent de l'argent parce que tu en as 60% de la business. mhm, Mais fait que si les valeurs sont pas alignées, ben c'est sûr que ça va être exponentiel. L'émotion de pas être aligné, de pas être content, va être exponentielle si les valeurs sont pas là. Tu sais, si en plus la personne vient puis elle vient gruger dans tes valeurs pour faire des choses différentes de la façon que tu l'aurais fait, ben mhm, moi je trouve que c'est encore plus difficile pour le cédant. Le mhm. cédant, quand il, tu sais, ça fait 30 ans que je lis cette business-là. Il n'y a pas juste une façon de faire les choses, ça c'est clair. Mais à un moment donné, tu as de l'expérience, tu partages ton expérience. La personne, elle se dit, ah ben, moi, ça m'arrivera pas, ça. Moi, je suis correct, ça. Je le ferai pas, cette erreur-là. Mais ça arrive. Fait que si tu dis, ah, on va pas dans ce matériel-là, on fera pas tel type de pièce. Puis là, ben, il l'essaye. Mais à un moment donné, tu manges de l'argent en faisant une job. Puis là, tu te dis, ouais, j'aurais peut-être pas dû. Fait que ça a été quand même intéressant. On n'a pas fait tant d'erreurs que ça. Mais il faut que tu les laisses prendre la place. Donc, en 2 ans, on a réussi à faire un beau transfert à ce niveau-là. Puis, j'étais encore là pour supporter. Fait que ce qui a fait que quand on achète le deuxième 60%, ben, ils ont l'expérience. Ça fait 2 ans d'expérience qu'ils ont. Les banquiers sont pas mal moins frileux que partir du début. Puis c'est le fun de les voir aller. Puis tu sais, de prendre 2 ans, là, ça a été. C'est pas trop 2 ans pour faire un transfert, mais il faut que tu sois là pour les accompagner. Il faut pas que tu sois là. Faut pas que tu sois là toujours à tout prendre les décisions, sinon ça fonctionne pas. Hmm. Euh, Imaginons le scénario, on parlait de valeur, puis là, on comprend que dans votre deal, tu es encore impliqué dans l'entreprise d'une certaine façon, au point de vue financier, du moins. Donc, il y a ce lien-là. Imaginons si on t'avait donné un chèque, puis dit, Steve, voilà l'argent, tu as tout ce qu'il vaut, puis il y avait une coupure. Est-ce que là, ces valeurs-là auraient occupé autant d'espace? Puis je parle des valeurs humaines, où tu aurais dit, ben là, finalement, c'est votre bébé, organisez-vous. Comment tu aurais vu ça? Je me suis posé la question après que j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule puis dire que je vais aller prendre vers une relève externe. Puis je pense que j'aurais trouvé ça difficile de faire une coupure directe. Euh, Parce qu'il faut que tu te prépares, toi aussi, comme cédant, à, à lâcher prise, à laisser aller. Fait que veux pas le 2 ans que j'ai fait à transmettre, que moi j'étais encore propriétaire majoritaire, ben, m'a permis de décrocher tranquillement, puis de faire les choses différemment, de céder mes responsabilités. Tu sais, un peu, si je regarde le parcours là, en 2 ans, euh, la première année, ben, Marie-Ève a pris sa place, puis elle prenait des responsabilités tout au long de l'année. Mais quand je partais en vacances, quand je revenais, souvent, il y avait des responsabilités que je ne reprenais pas. Fait que j'essayais de partir 2 semaines, une semaine, puis à chaque fois, ben, ça l'aidait à ce qu'elle prenne de plus en plus de responsabilités dans différentes sphères de l'entreprise. Fait que ça a été quand même super bon à ce niveau-là pour être capable de faire une transition un peu plus smooth, que tu tombes pas du 10e étage, mais que tu descends les étages tranquillement, pas vite, pour en revenir à la Hmm. réalité.
Parfait. Merci, Steve. Dans le fond, on a déjà amorcé le bloc qu'il va y avoir tantôt. Donc, comment ça se passe? Avant que je passe la parole à Justine, effectivement, tout dépendant, tout le monde a une histoire différente. Il y en a que des fois, le lâcher prise, il se prépare avant de vendre. Toi, ça s'est fait un petit peu pendant, si je comprends bien. Donc, pour pas tomber du 10e étage, comme tu l'as dit. Fait que toutes les histoires sont différentes, mais merci de le partager. Toi, Justine, ce premier bloc-là, comment ça te fait réagir? Est-ce que vous venez de partager? Je pense que ça résonne beaucoup chez les gens qui nous écoutent aujourd'hui parce que ce que vous décrivez, on le voit très souvent sur le terrain. D'abord, je veux normaliser quelque chose. Avoir des doutes, des hésitations, le sentiment d'être tiraillé entre plusieurs objectifs, c'est pas un signe de mauvaise préparation ou de faiblesse chez l'entrepreneur. C'est au contraire très fréquent dans le processus de transfert, se remettre en doute, se poser des questions, comme Steve, tu l'as si bien dit. C'est normal. On entend souvent parler aussi de prix, de multiples, de structures de transactions, mais derrière ces éléments-là, il y a des choix plus profonds à faire. Par exemple, il y a la question de la structure financière, comment on va financer la transaction, quelle place on donne à la dette et surtout, est-ce que cette dette est vraiment porteuse pour l'entreprise? Est-ce que la dette devient une dette morte, c'est-à-dire une dette qui ne soutient pas la croissance? C'est toutes des questions qu'on se pose et ce sont des décisions qui ont des impacts très concrets sur le futur de l'entreprise, sur la capacité d'investir, d'innover, d'attirer des talents et de traverser des périodes plus incertaines, un peu comme on vit en ce moment dans notre économie. C'est aussi là qu'entre en jeu le rôle du partenaire financier patient. Donc, un partenaire qui comprend que le transfert, c'est pas une fin en soi, mais c'est une étape dans un parcours plus long. C'est un marathon. Un partenaire financier qui accepte que la structure financière puisse évoluer, être ajustée, parfois même révisée en cours de chemin à mesure que l'entreprise et que la relève prennent leur place. Parce qu'en réalité, une transaction bien faite sur papier, mais trop rigide dans le temps, peut devenir un frein. Alors qu'une structure pensée pour s'adapter dans le respect du projet du cédant et de la réalité de l'entreprise, une structure pensée devient un véritable levier. Et derrière tous ces choix techniques-là, il y a une question fondamentale qu'on oublie parfois de nommer clairement. Qu'est-ce que l'entrepreneur veut laisser derrière soi? Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos équipes? Est-ce qu'on veut laisser une entreprise fragilisée par le processus ou une entreprise capable de continuer à jouer son rôle dans une économie avec de la croissance? Est-ce qu'on veut laisser un siège social ancré ou une organisation sous pression constante? Donc, c'est vraiment important de regarder ces éléments-là. C'est le lien que je veux faire entre les décisions financières et l'héritage entrepreneurial. Je trouve essentiel de mettre en lumière aujourd'hui le lien entre les deux. Donc, Steve Bissonnette, justement, reviens-nous sur ta période de transition. Comment te laisser aller le contrôle, puis que tu étais certain là, que les repreneurs étaient capables d'assumer le plein contrôle de l'entreprise, puis que la structure était satisfaisante là, pour que l'entreprise vive de ses propres ailes avec une croissance. Ouais, merci, Justine. En fait, c'est intéressant de voir, quand dans la deuxième année de transfert, j'ai travaillé beaucoup le financement pour mes repreneurs. En fait, j'ai quand même plus d'expérience qu'eux autres pour pouvoir faire des genres d'emprunts comme ça. Tout le long de ma carrière, j'ai fait des emprunts pour acheter de la machinerie puis des choses comme ça. Donc, je suis habitué de faire ce genre de transactions-là. Excusez. Puis, quand j'ai passé à travers le processus de financement de ça, c'est là que j'ai appris le mot de dette morte. Puis je le connaissais pas, ce terme-là. Puis en fait, c'est un peu niaiseux, mais c'est vraiment réaliste. Où est-ce que tu finances une entreprise, tu as une dette qui t'amène pas un bailleur supplémentaire. Donc, tu as une dette qui est passive là, puis qui donne rien de plus à l'entreprise. Donc, pour être capable de passer à travers ça, selon moi, le secret, c'est la croissance. Donc, ça te prend de la croissance pour être capable d'absorber cette dette morte-là. Si tu restes au même chiffre d'affaires, tu achètes une business puis tu restes au même chiffre d'affaires pendant les 5 premières années,
ben, ça va être très difficile de passer à travers, à moins que tu augmentes tes marges brutes ou des choses comme ça. Mais encore là, tu commences à maîtriser l'entreprise, puis tu dois faire des améliorations. Quelqu'un qui gère un business, ça fait 30 ans, puis que lui, il est supposé de l'avoir sur le bout de ses doigts, puis là, toi, tu vas être meilleur que lui dans les premières années. Fait que les 2 ans qu'on a passés ensemble, ça m'a permis d'être capable de faire ça. Mais moi, je savais que mon entreprise aussi, elle était sur un tremplin. On avait fait des acquisitions de machinerie. Puis on était, si je recule, quand j'ai mis ma business à vendre, on avait des belles croissances par rapport à l'année 1 que j'ai vendu premier 40%, puis l'année 2, 2 ans plus tard, on a fait notre meilleur chiffre d'affaires à vie dans Diacarb. Fait que tu sais, j'étais super content de leur céder ça sur un tremplin qui est bien chargé puis qui va continuer à les propulser. Tu sais, c'est ça qui est important pour être capable euh, de les voir réussir avec l'entreprise par la suite. Hmm. Donc, dans tout ça, tu sais, il y a l'identité de l'entreprise, il y a, ben, de l'entrepreneur, devrais-je dire. Il y a le cédant avec ses aspirations, mais il y a une chose qui est super importante avec la notion de dette morte. Puis souvent, moi, je fais un petit triangle avec mes doigts, c'est qu'il y a le cédant, il y a le repreneur, mais ultimement, il y a l'entreprise dans tout ça. Ouais. OK? Puis si on ajoute un fardeau à l'entreprise, ben, c'est pas juste l'entreprise, c'est peut-être toutes les familles qui vivent grâce à l'entreprise qui sont en péril. Fait que, tu sais, pérenniser une entreprise, c'est, à un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. À un moment donné, il y a peut-être des compromis, puis dire, est-ce que c'est réaliste que je vende l'entreprise à tel prix? Puis en même temps, il faut faire en sorte que les repreneurs, qui des fois tombent en amour avec le projet, puis vont peut-être prendre des risques inconsidérés en termes de financement. Heureusement, il y a les banquiers qui sont là pour dire, ça n'a pas de sens ton deal. Mais comprendre qu'il faut que ça soit gagnant, gagnant, gagnant aussi pour l'entreprise. OK. Fait que dans tout ce processus-là, moi, j'ai une question qui demeure. As-tu été seul dans ta tête à réfléchir à tout ça ou tu as eu de l'accompagnement un peu à gauche, à droite, Steve? À quel niveau? Ben, que ce soit au point de vue financier, au point de vue humain, OK? Au point de vue peut-être de comment on réorganise ça, donc peut-être au point de vue légal. De quelle équipe tu as dû peut-être t'entourer pour réussir à passer à travers tout ce processus-là? J'ai, j'ai- Mon comptable m'a beaucoup aidé. C'est un comptable fiscaliste. Euh, la fiscalité est super importante. C'est sûr que moi, tu sais, j'avais déjà créé une fiducie en 2012 dans mon entreprise. Fait que j'avais un paquet de choses qui étaient en place depuis très longtemps. Donc, à ce niveau-là, c'était beaucoup plus facile parce que j'étais déjà prête à ce niveau-là. Si tu n'es vraiment pas prête, puis que là, tu dois mettre un paquet de choses en place, ben là, c'est beaucoup plus difficile à reprendre. L'autre chose aussi que moi je conseille beaucoup, c'est tout le côté des ajustements de BAYA. La business, est-tu clean? Y a-tu un paquet de dépenses personnelles que tu passes dedans? Puis que là, à un moment donné, là, quand tu arrives devant le banquier, ouais, mais là, tu regardes ça. Moi, j'avais zéro ajustement de BAYA à faire dans mon entreprise. Fait que ça, c'est beaucoup plus facile aussi. Tu sais, moi, maquiller la mariée, là, je crois pas en ça. Parce que à un moment donné, ça n'a pas d'allure. Garde ta business saine, garde ta business avec un vrai BAYA, puis ça va être beaucoup plus facile à vendre, puis prépare-toi d'avance. C'est sûr que, tu sais, quand tu as une fiducie à mettre en place, ben, mets-la à place. C'est pas juste avant de vendre qu'il faut que tu la mettes en place, c'est bien avant ça. Donc, c'est important d'avoir une bonne relation avec son comptable, son fiscaliste, ses équipes, pour être capable de regarder ces choses-là, mais en amont, même si tu n'es pas prêt à vendre. Tu sais, Marie-Ève et Louis, ils vont avoir à regarder dans les 5 prochaines années, est-ce qu'ils vont mettre une fiducie en place dans leur structure, puis pour être capable de bien comprendre comment est-ce que ça va se faire. Fait que ces discussions-là avec les professionnels sont importantes à avoir, puis ça a des impacts majeurs au bout de la ligne. Hmm. Puis ça, c'est important. Tu sais, il y a peut-être des cédants et des repreneurs à l'écoute. Souvent, si on se lance en affaires, c'est qu'on a l'espoir que le temps qu'on va y mettre dans cette entreprise-là, sur la disposition de nos actions, à un moment donné, ben, on va faire, entre guillemets, un petit coup d'argent qui va peut-être assurer certaines retraites parce qu'on n'a pas de REER tant que ça. On peut en avoir, mais il y a quelque chose qu'on a l'espoir que sur la disposition des actifs, on fasse de l'argent, puis qu'il y a des exemptions à gain de capital. Mais comme tu le dis, il y a des règles fiscales aussi, puis il faut se préparer longtemps à l'avance parce que si on le fait dans les derniers 6 mois, ben, on ne pourra pas bénéficier de tout ça. OK? Fait que tu as L'autre parlé. côté que je pourrais te Oui, rajouter, Steve, ben oui.
c'est le côté de, tu sais, souvent les entrepreneurs, ils vont toujours réinvestir tout l'argent dans l'entreprise, puis ils sortent pas de capital. Tu sais, d'avoir une structure où est-ce que tu es capable d'avoir une société de placement à côté, puis tu es capable de sortir du capital dans ton entreprise sur une base régulière, sans nécessairement drainer l'entreprise, mais de l'autre côté non plus, pas toujours euh, tout laisser ton argent dans l'entreprise. C'est pas grave d'avoir des dettes dans l'entreprise, puis d'être capable de sortir de l'argent pour être capable de mettre un peu de côté, puis que ta retraite ne tienne pas juste à la vente de ton entreprise. Si tu es capable d'avoir une autonomie financière dans un monde idéal avant de vendre, puis que ce que tu vas vendre, c'est du grévé, ta transaction va être pas mal plus facile à faire que si, tu sais, même on entend parler des transferts de business familial, où est-ce que là, les enfants jouent avec le bas de laine des parents qui n'ont pas réussi à se mettre d'argent de côté avant. Fait que là, les décisions qu'ils ont à prendre ou les erreurs qu'ils font, ben, ils jouent dans le bas de laine des parents. C'est pas nécessairement le fun. Fait que ça va vite, là. Tout à fait. D'où les conseils, tu sais, est-ce que je me fais créer un holding, une société de gestion, les fiducies et tout ça. Fait que, en passant, je rappelle, si vous avez des questions au fil de la discussion, n'hésitez pas à les mettre dans la section Q&A. Je vais poursuivre la conversation avec Steve. On a parlé de l'accompagnement au point de vue peut-être fiscal d'un certain côté. Si on va sur le financement, puis ensuite sur l'organisation ou le facteur humain. Est-ce que tu as eu de l'aide sur ces volets-là? Donc, au niveau financement, comment ça se passe dans la vraie vie? Dans la deuxième année, c'est nous autres, l'année fiscale est au 30 septembre. Puis à partir du mois de janvier, euh, l'année passée, j'ai commencé à monter le financement pour Marie-Ève et Louis. Puis en fait, ça m'a pris 6 mois à réussir à monter un financement. Puis il a tombé 3 fois mon financement. Fait que c'est une montagne russe à un moment donné, bon, t'as des financiers qui embarquent, t'en as que là, ils savent pas trop, puis il y en a qui veulent pas rentrer dans le deal parce qu'ils veulent continuer après, puis fait que ça a été très difficile de pouvoir monter le financement à ce niveau-là. Euh, le partenaire qui nous a le mieux aidé sont avec nous autres aujourd'hui. Le fonds FTQ, ça a été un vrai beau partenariat à ce niveau-là parce qu'ils ont été très flexibles. Puis, moi, je dis toujours que c'est comme une police d'assurance d'une certaine façon. Oui, c'est un peu plus cher, mais pourquoi tu prends une police d'assurance pour être capable de t'aider si jamais il arrive des pépins, puis c'est du financement qui est plus passif. Si on n'avait pas eu le fonds de solidarité avec nous autres, on aurait eu beaucoup de difficultés à réussir à monter un financement autour de tout ça. Nous autres, on a trois financiers qui ont financé la transaction. Il y a notre banque, il y a le fonds de solidarité, puis il y a le fonds de reprenariat qui a été les trois financiers qui ont financé ce deal-là. Mais tu sais, les structures, à un moment donné, il y en a toutes sortes qui peuvent se faire. C'est sûr que il y a des chiffres, il y a des règles de base qu'on entend sur le marché, là, que la balance de prix de vente devrait être égale à ce que les investisseurs, les acheteurs vont mettre, puis après ça, les banquiers sont capables de financer le reste. Mais je pense qu'à un moment donné, là-dedans, il faut être capable d'avoir plusieurs personnes qui regardent le deal, puis ça prend, je pense, un financement passif, puis ça prend ton banquier qui est avec toi. Mais faire ça juste avec le banquier, ben, je pense que ça peut être difficile. Hmm. C'est pas grave de Donc, payer un petit peu plus cher d'intérêt, ça vaut la peine. je comprends. Donc, dans ton cas, ben, ton expérience t'a aidé un peu là-dedans tout au cours de ta carrière. Dans d'autres cas, par contre, ben, c'est pas nécessairement l'expérience du cédant. Des fois, c'est les repreneurs qui doivent se dépatouiller un peu avec ça. Avant qu'on aille dans le dernier segment, qu'on repasse la parole à Justine puis qu'on réponde à quelques questions qui sont en train de rentrer, il y a le dernier volet qu'on a touché un peu tantôt avant de parler à Justine. Il y a le volet humain, toi, cette transformation identitaire-là. Tu as parlé de montagnes russes tantôt. Tu sais, il y a ces montagnes russes-là au niveau du financement, il y a les montagnes russes peut-être au niveau des acheteurs potentiels, mais il y a ces montagnes russes-là internes probablement. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Pendant 30 ans, j'avais une identité claire. Tu étais président de Diacarbe. Du jour au lendemain, cette identité-là, elle devient un peu plus floue.
Donc, En fait, peux-tu m'en parler un peu? je vais te donner deux anecdotes, puis il y a un peu deux volets là-dedans. Le premier volet, c'est pas nécessairement une identité, mais c'est dans la transition, c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile. C'est le transfert des responsabilités au fur et à mesure que tu avances. Ben, tu te retrouves, tu es au mois de juin, tu n'as aucune idée, ça va être quoi tes rôles et responsabilités au mois de juillet ou tu ne sais pas ce que tu vas faire. Ça dépend comment eux autres sont capables de le manger de l'autre bord. Fait que, ça avance, mais l'incertitude sur une base constante pour une durée de, longue, c'est très difficile. Parce que tu as essayer de te faire un plan. On avait un plan, on avait des choses en place, mais il faut que l'autre soit capable de l'absorber. Tu ne passes pas à la prochaine affaire s'ils n'ont pas capable de maîtriser ce qu'ils ont à faire. Donc, tout le transfert des responsabilités. Puis dans ça aussi, le transfert des responsabilités, c'est que tu fais des choses, ça fait 30 ans que tu le fais, ton instinct est là. Fait que de réussir à transformer ça, puis de réfléchir à comment tu fais ça pour transmettre ça, c'est super difficile. Faut que tu prennes ton temps, puis tu te dises, OK, attends un peu, là. Pourquoi je réfléchis de même? Pourquoi je fais ça? À un moment donné, j'ai regardé les états financiers, puis là, j'ai dit à Marie-Ève, j'ai dit, je ne regarderai pas les états financiers avant qu'on se rencontre. Je vais les regarder, puis tout ce qui me passe par la tête, je vais le dire tout haut. De cette façon-là, tu vas comprendre comment je réfléchis, parce que je ne sais même pas comment je réfléchis moi-même. Fait que ça c'est quand même pas évident, là, tous ces côtés-là là, de transmission. Euh, L'autre côté, après, c'est sûr que, bon, là, après, quand tu t'as cédé, là, je suis encore dans cette période-là. Tu sais, ça s'est fait au 30 septembre dernier. Euh, Ma transition, j'ai travaillé avec Entrechef PME, où est-ce que j'ai fait un parcours avec eux autres. Et ça fait longtemps que j'étais avec Entrechef PME, puis on a un parcours se redéfinir comme leader. Puis j'ai fait ce parcours-là dans ma dernière année, où est-ce qu'on revoit notre mission de vie, on revoit un paquet de choses, puis on est capable d'un peu de se préparer à l'après. Mais plusieurs personnes me disent Ouais, tu vas-tu te racheter quelque chose d'autre? Tu vas-tu refaire de quoi? Non, je ne rembarque pas dans quelque chose d'autre. En tout cas, je suis pas là, pas en tout. J'ai pas le goût de me rembarquer dans une business opérante. Je l'ai faite pendant 30 ans, puis ça me tente pas en tout. J'ai le goût de voyager, j'ai le goût de faire d'autres choses. J'ai encore de l'immobilier, donc c'est correct. Mais j'essaie de me retrouver. C'était drôle, au forum entre chefs à l'automne dernier, je faisais la tournée des forums. Puis, c'est moi qui étais président du conseil d'administration d'Entrechef PME. Puis là, ma cocarde, il était écrit Steve Bissonnette de Diacarbe au premier forum. Fait que là, je dis, ouais, c'est parce que je suis plus chez Diacarbe. Fait que là, elle marque président du conseil. Parfait. Là, après ça, la dernier forum, c'est plus moi qui étais président du conseil. J'avais fini à l'automne, puis j'avais un autre forum après, je m'en vais là. Bon, administrateur au conseil d'administration. Mais là, tu t'en vas dans des événements comme ça, puis là, tu te présentes comment? Ben, OK, entrepreneur, c'est correct, je suis toujours entrepreneur, puis je vais toujours être entrepreneur. Mais cette identité-là, ce transfert d'identité-là, c'est pas évident, honnêtement. Là, c'est drôle, mais c'est pas évident. Je te comprends, Steve. Ouais. Justine, je vois des questions. Je te laisse un peu réagir à ce qui vient de se passer là, dans notre échange, puis je vais aller vers les questions par la suite. Parfait. J'aimerais juste prendre un moment pour faire un lien avec ce qu'on vient d'entendre jusqu'ici, puis la réalité peut-être que certaines personnes qui écoutent vivent aujourd'hui. Donc, la première chose à dire, c'est que personne n'est censé traverser un transfert d'entreprise seul. Un transfert touche à beaucoup de choses en même temps, l'entreprise, les finances, les équipes et aussi, comme on l'a dit, l'identité de l'entrepreneur. Il faut être bien entouré dès le départ, ce qui va nous permettre d'y voir plus clair et d'éviter de découvrir certains enjeux trop tard. Le deuxième point qu'on a nommé, c'est l'importance de se préparer tôt. Un transfert d'entreprise devrait débuter 5 et même 10 ans avant le transfert. Donc, c'est de se préparer, de préparation fiscale, ça se fait pas dans l'année de la vente, c'est bien avant. Donc, et aussi préparer choisir la relève, commencer à passer les connaissances.
Faut pas débuter la réflexion quand la pression est déjà là, quand il y a de la fatigue, une urgence. À ce moment-là, les options sont plus limitées. Quand on commence plus tôt, on peut réfléchir calmement aux différentes options de transfert, à un rythme souhaité et au projet d'entreprise qu'on veut laisser derrière. Ça permet de garder un peu le contrôle sur les décisions. Un élément central dans tout ça, c'est le financement. C'est certain, je prêche pour ma propre paroisse, mais l'objectif, c'est pas seulement de réussir la transaction, mais de s'assurer que l'entreprise reste en santé après le transfert. C'est là qu'on parle de financement patient. Un financement patient, un financement qui donne l'espace à la relève pour investir, continuer de se développer sans mettre une pression excessive sur le cash flow. Ou comme Steve Bissonnette a fait, lui a choisi de sortir la bâtisse du financement pour réduire un peu la dette puis laisser la place à l'entreprise pour la croissance. Donc, au Fonds de solidarité FTQ, c'est exactement le rôle qu'on joue. On est un prêteur et un partenaire patient qui comprend que le transfert, c'est un processus, pas un sprint. Puis on est un partenaire capable d'accompagner l'entreprise dans le temps en réinvestissant aux besoins pour la croissance. Ça va de pair avec l'idée d'une transition réaliste. Donc, un transfert, c'est pas une switch qu'on ferme du jour au lendemain. Il faut du temps pour que les rôles se redéfinissent, pour que la relève prenne sa place, pour que le cédant se retire progressivement de façon saine. Et au-delà des chiffres et de la structure, il y a quelque chose de fondamental, c'est l'alignement des valeurs entre le cédant et la relève. C'est ça le message et le parcours que Steve nous partage, puis tout ça prend son sens. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, là, les entrepreneurs ne sont pas seuls. Il y a un écosystème riche pour accompagner le transfert à travers toutes les étapes. Pour en nommer quelques-uns, il y a l'École d'entrepreneurship de Beauce, Reprenariat Québec, des regroupements comme Entre Chefs, vos comptables, vos professionnels, vos avocats. Donc, il y a une multitude de ressources au Québec. On est bien choyés. Donc, Steve, je te laisse rentrer dans notre période de Q&A pour voir si ça l'éveillait quelques questions chez nos spectateurs. Évidemment, ça réveille beaucoup de questions. Moi, avant qu'on aille dans les questions, la clé, parce que, bon, Steve B versus Steve T, ben Steve a vécu ça, je l'ai vécu aussi. Puis, tu sais, c'est probablement une seule fois dans votre vie, à moins d'être un entrepreneur en série, qu'à un moment donné, c'est son modèle d'affaires d'acheter, de revendre, tu sais, puis de céder. Mais généralement, c'est une transaction qui devient probablement la plus grosse transaction financière de votre vie, mais aussi transaction identitaire, de passer d'une identité à l'autre. Et tu l'as dit tellement bien, Justine, passer ça tout seul, là, parce qu'il y a des bouts, je suis sûr que Steve n'a pas très bien dormi, mais pas juste une nuit, des nuits. OK? Il se transforme en semaines. Je l'ai vécu, puis heureusement que j'avais de l'accompagnement. Puis cet accompagnement-là peut être au niveau technique, entre guillemets, financement légal, mais l'accompagnement, je vais dire le mot psychologique, est très important aussi. Il faut avoir des gens à qui on peut se confier. Puis si vous faites ça seul, malheureusement, le projet risque d'avorter parce que vos réactions vont être démesurées par rapport à ce qui se passe. Fait que moi, j'ai eu de l'accompagnement. Steve, tu as eu de l'accompagnement à ta façon. Puis il y a tout l'écosystème. Parce qu'on se dit, je ne vais pas payer quelqu'un pour ça. Ben, je vous dis, payez-les ces gens-là parce qu'ils ont déjà vu neiger, ils en ont vu des transactions, puis ils vont vous accompagner pour que ça se passe bien pour vous, les repreneurs, puis l'entreprise. Donc, dans les questions qu'on a, il y en a certaines que je vais essayer d'amalgamer ensemble. Tantôt, tu as dit la notion de prospectus, Steve. Donc, tu as mis en vente l'entreprise, puis d'un côté, on entendait que, tu sais, je ne veux pas trop en parler à mon équipe, mais à un moment donné, il faut que ça se sache sur le marché que l'entreprise est à vendre. Comment ça se passe un peu ça rapidement? En fait, la firme que j'ai travaillé avec, ils font un prospectus qui est comme un one-pager sur une entreprise, que là, c'est tout confidentiel. Puis une fois qu'ils ont signé des NDA avec la personne qui démontre de l'intérêt sur ce one-pager-là, ben là, c'est divulgué qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait, puis c'est quoi la vraie affaire. Puis là, ils sont capables de rentrer et d'aller voir nos chiffres. C'est sûr que tu trouves à des fois des compétiteurs qui peuvent être, qui, à un moment donné, venez voir, sont curieux, fait que là, ils viennent voir, puis là, ils viennent voir tes chiffres. Et, ben oui, c'est pas la fin du monde, selon moi, là. Mais c'est plus avec le staff à l'interne, moi, qui était un enjeu, selon moi, que le monde me disait,
ah, tu vas perdre du staff si tu en parles, c'est pas évident. Mais après coup, aujourd'hui, je pense que les gens sont capables de faire la part des choses. En fait, tu sais, je vais me permettre parce que ça, c'était une des questions. Pourquoi ne pas en parler? Ben, en fait, des fois, c'est nous-mêmes, on a peur de ce qui va nous arriver. Puis, tu sais, je m'engage dans de quoi? Ça va-tu marcher comme je veux? Ben, c'est sûr. C'est ça. Je connais plein, il y en a qui ont ta position. Moi, j'ai été ouvert sur le fait de, puis on avait identifié une relève, puis c'était longtemps à l'avance. Ce que ça provoque en donné, c'est que tu te fais un peu tasser dans le coin parce que la relève a dit, hey, c'est moi qui t'ai identifié. Ça fait que tasse-toi le grand, là. OK? Fait que ça crée d'autres enjeux, mais cela dit, la communication a toujours sa place. D'où peut-être un intermédiaire qui sert un peu, pas de médiateur, mais qui fait en sorte que ces conversations-là courageuses qu'on doit avoir, ben, ils finissent par aboutir. Fait que ça, c'était une des questions de M. Pellan, qui en avait quelques-unes, mais si je vais aussi rapidement, puis il y en a, je vais me permettre de répondre directement. Tu sais, qui est responsable de monter le financement, le cédant, le repreneur? Ben, en fait, ça dépend toujours de la situation. Toi, tu as mis un peu d'huile de coude, Steve, parce que tu avais cette expertise-là. Dans mon cas, ça a été mes repreneurs qui ont fait toutes les démarches une fois que l'évaluation de l'entreprise a été faite. Donc, ça dépend. Une des questions qu'on voit aussi, c'est si on veut acheter une entreprise, par où devrions-nous commencer? Ben, en fait, je vais me permettre de répondre aussi à cette question-là. C'est que il y a un écosystème comme Repreneuriat Québec dans lequel ben, il y a une banque un peu d'entreprises à vendre, mais toutes les entreprises à vendre, un peu comme la tienne, Steve, sont pas nécessairement affichées comme sur du proprio. OK? Fait que parler à des comptables, des réseaux, cogner peut-être même à des portes d'entreprises qui disent Hey, comment ça s'aligne pour vous? Moi, je connais des gens qui ont dit, j'aimerais ça un jour être dans tel domaine, puis ont été cognés à des portes en identifiant les propriétaires. Ils disent, hey, ça t'intéresserait-tu un jour de transférer ton entreprise? Ça a été une longue shot, mais ils ont réussi, après plusieurs années, à racheter ces entreprises-là parce qu'il y avait un lien de valeur. Donc, ça, c'est une des façons de faire. On parle de relève familiale dans les questions. Quels seraient les bons exemples de mécanismes de transfert pour une PME? Quelles sont les sources d'information? Je vous dirais sur Internet, fouillez, puis vous allez voir, il y a des ressources. Autant les gens du fond vont pouvoir peut-être vous donner un petit coup de pouce pour vous aiguiller. Entre chefs et l'école d'entrepreneurship de Beauce, je vais en parler. On a des programmes à l'EEB qui sont entreprendre et pérenniser. Donc, pour les entrepreneurs ou repreneurs en devenir, on a un petit parcours de 2 jours dans lequel on vous fait réfléchir à tous les éléments puis les ressources qu'il y a dans l'écosystème québécois pour y arriver. Et même chose pour les cédants, pour se préparer. Comme toi, tu l'as fait entre chefs, tu as eu un parcours. On a un peu l'équivalent à l'EEB pour ça. Ben, Euh, juste pour oui, ajouter, à l'école, entre chefs PME, on a aussi maintenant un volet avec les repreneurs pour accompagner les repreneurs. Mes repreneurs, moi, sont rentrés membres dans Entre chefs. Puis il y a un beau programme pour les accompagner puis qui rentrent dans des clubs. Ça les a aidés énormément à ce niveau-là. wow, génial. Fait que les ressources au Québec, il ne manque pas. Euh, Peut-être dernière question que j'aurais avant qu'on s'en aille vers la conclusion. Il y a Shirley qui nous pose la question. En fait, il y en a deux. Comment avez-vous géré la transition avec votre équipe afin qu'elle redirige progressivement ses questions et décisions vers les nouveaux dirigeants? OK? Ça serait une première question pour toi directement, Steve. Donc, comment ça s'est fait qu'à un moment donné, on ne se tourne plus vers toi, puis que l'équipe ait de plus en plus confiance que les questions, elle peut les poser aux repreneurs? C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais, quand on décide de transférer, au début, on transfère les tâches, après ça, on transfère les responsabilités. Puis souvent, quand je m'éloignais plus, que j'allais en vacances ou peu importe, ben la responsabilité se transférait plus. Fait que c'est sûr que c'est toute une question de communication, puis être capable d'être le plus clair possible à l'équipe. Euh, mais c'est difficile ce qui est le plus difficile, c'est de savoir quand l'autre le maîtrise puis que tu es capable de le lâcher. Mais les employés sont quand même bien à ce niveau-là. Normalement, les employés, moi, ils allaient voir Marie-Ève, puis après ça, si elle avait quelque chose, elle venait me voir pour que je l'aide. Donc, cette confiance-là, de lui dire, regarde, je te fais confiance, puis je demande aux gens qui aillent vers toi, puis en cas de doute ou tout ça, viens vers moi, mais il y a quand même des petits checkpoints à faire de ton côté pour t'assurer là, qu'elle prenne les bonnes décisions. L'autre question par la suite, c'est dans le processus de vente, est-ce qu'il y a eu un impact dans le volume de vente? Est-ce que vos clients ont réagi positivement à ce transfert-là ou ça a créé certaines craintes?
C'est la première chose qu'on a abordée, Marie-Ève et moi. En fait, la façon que ça s'est fait, j'avais une directrice générale en place. Marie-Ève a pris sa place. Donc, il y a eu une transition de 4 mois avec cette personne-là. Puis une fois que cette transition-là s'est faite, ben moi, je m'occupais beaucoup plus des ventes. Puis Marie-Ève, elle a rencontré tous nos clients majeurs, nos plus gros clients. Puis elle a créé la relation avec ces gros clients-là. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas eu de vague de perte de clients ou de baisse chez certains clients. Ça a plus été le contraire, je te dirais, où est-ce que la relation, étant donné qu'on faisait le transfert, ben, on avait beaucoup plus de communication avec eux autres. Ça a été positif à ce niveau-là. Fait que ça a été très, très bien. Puis souvent, c'est ce qu'on voit à un moment donné, quand la transition se fait, on sent un coup du sang neuf dans l'organisation. Tu parlais tout à l'heure que l'entreprise, parce que l'histoire de la dette morte, là, c'est vrai, là. Tu sais, imaginez, pour pouvoir payer le cédant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on endette l'entreprise pour qu'il parte avec un montant d'argent, mais ce montant-là, il faut le financer puis le repayer, ce qui n'était pas une dette avant. OK? L'actif était dans l'entreprise, c'était le propriétaire, il est là, mais là, il s'en va, puis pour qu'il s'en aille, il faut le payer. Fait qu'il faut générer de la croissance. Puis évidemment, si vous êtes un repreneur et votre objectif, c'est de continuer pépère un peu, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait de C'est ça. l'ambition là-dedans. Et habituellement, les clients le voient. Puis des fois, ça permet de garnir à nouveau le carnet de commandes. Peut-être dernière question par rapport à ça. Il y a M. Pellan qui pose la question, tu sais, pourquoi le montage financier? Je vais me permettre de répondre, tout dépendant de la taille de l'entreprise. Des fois, il n'y a pas qu'un seul créancier. Des fois, c'est plusieurs organisations qui se mettent ensemble, justement. Des fois, il y a le cédant aussi qui sert de créancier, qui finance une partie de la transaction puis qui est payé sur les années. Donc, tout dépendant de la taille de la transaction, des fois, il y a plusieurs joueurs, puis c'est pour ça qu'on parle un peu de montage financier là-dedans. Est-ce que, avant qu'on cède la parole à Justine, tu auras un petit mot de la fin que tu aimerais offrir à l'auditoire, Steve? Ah, bonne question. En fait, je te dirais, avoir son entreprise, c'est phénoménal. Euh, Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans mon parcours d'entrepreneur. J'ai été dans un colloque entre chefs PME, puis il y avait un conférencier qui était monté sur scène puis qui avait dit qui est devenu entrepreneur pour être libre. Puis là, moi, j'ai levé ma main très, très haute. Puis après ça, il a dit qui est libre? Puis là, j'ai pas été capable de lever ma main. Puis j'étais très fâché de pas être capable de lever ma main. Après ça, je me suis organisé, puis j'ai un peu fait une quête à savoir c'est quoi être libre. Puis ce que je me suis, dans mes réflexions, c'est avoir le choix. Puis la beauté d'être entrepreneur, ben, c'est d'avoir le choix. À un moment donné, de décider de céder, ben, ça fait partie des choix qu'on fait. Wow. Puis on navigue à travers ça, on s'écoute, on se respecte, on respecte nos valeurs. Puis on veut que ça continue. Euh, les employés, quand j'ai quitté la dernière rencontre que j'ai eue avec mes employés, la reconnaissance qu'ils m'ont faite était phénoménale. J'ai jamais eu une aussi grosse reconnaissance avec des employés qui se faisaient 15, 25, 20, 25 ans qui travaillaient pour moi, qui sont venus me voir puis qui m'ont dit, écoute, tu as été le meilleur propriétaire qu'on a jamais eu. Tu as fait une différence dans ma vie. Mes enfants sont à l'université. C'était vraiment ressenti. Puis j'ai adoré ce moment-là. Wow. Merci infiniment, Steve, du temps que tu as pris avec nous, puis ton partage là, vraiment sincère ce matin. Fait que, Justine, on s'en va vers la conclusion. Comment t'aimerais clore tout ça avant de Ben donner la oui, parole justement à Stéphanie? ce qu'on a entendu ce matin, c'est qu'un transfert réussi repose pas sur seulement une bonne décision, mais une préparation réfléchie, amorcée au bon moment. On retient aussi une chose essentielle, le transfert est avant tout humain avant d'être financier. Et surtout, cette réflexion-là, on ne la porte pas seul comme entrepreneur. Il y a des ressources et des partenaires qui existent pour accompagner les entrepreneurs bien en amont de la transaction afin que les décisions soient choisies et non subies. Alors, je laisse le mot de la fin à la Chambre de commerce. Parfait. Merci, Justine. Merci à tout le monde. Un grand merci à Fonds de solidarité FTQ, nos conférenciers ainsi que tous nos participants qui se sont présentés ce matin. Très intéressant. Donc, avant pardon, un petit message important. On vous invite à répondre au sondage. Le lien vient d'être partagé dans le chat.
du webinaire. Donc, ça va prendre un petit instant pour aller cliquer dessus avant qu'on ferme le tout. Alors là-dessus, encore une fois, un grand merci au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ainsi qu'à toute l'équipe qui était là ce matin. Alors, une belle journée à tous. Merci. Merci. Salut tout le monde. Merci. Ciao. Merci, bye. Bye.